Moi, j'avais une question justement en t'écoutant, Gemma, où tu parlais, j'ai repris un peu ça, de promesses et de trahison. Avec la promesse, je pense que tu parlais de promesses, il faut que je retrouve mes notes, de reconnaissance, de dialogue et de communauté. Et donc le numérique à la fois promet ça, on le voit bien, on nous le promet tout le temps, c'est jamais assouvi. Et donc tu parlais de trahison. Mais est-ce que le langage ne trahit pas déjà? Est-ce que le langage n'est pas déjà promesse, en tout cas de dialogue et de communauté, sans doute de reconnaissance aussi, et en même temps trahison, puisqu'on ne peut jamais totalement l'atteindre, en tout cas pas par les moyens du langage. Donc qu'est-ce que ça change? Enfin, je te pose la question à toi, mais c'est peut-être une question pour tout le monde. Peut-être qu'on peut aller de trahison en trahison, hein, n'est-ce pas? Parce que du coup, on est en boucle sans fin. Mais ce qui était très intéressant, un exemple, quand on a parlé il y a, je sais pas, 5 ans, 10 ans, j'ai perdu la notion du temps, mais quand on parlait de la société de la désintermédiation, vous vous souvenez, on va enlever les grandes institutions, même la déclaration des Barlow, des cyberespaces, on va lutter, on est ailleurs, les institutions, on est libre, on ne doit pas les obéir. On a parlé vraiment de cette désintermédiation et on a vécu aussi l'idée de se dire de manière, je dis déjà pas la déclaration de l'indépendance du cyberespace, mais je dis aussi quand on a parlé de la désintermédiation de manière négative. Par exemple, tous les taxis contre Uber, les hôtels contre Airbnb. On a dit non parce que on perd les institutions, toutes les institutions qui se sont digitalisées. On perd les rapports à l'institution. Il a eu une approche négative de cela, mais du coup, il a eu une vente de ces Airbnb, etc., comme celle qui allait créer tout la libération des individus, les partages, les collectifs. Et vraiment, on était libérés de ne plus aller à l'hôtel, etc. Les contraintes institutionnelles existantes jusqu'à là. Ce qui est arrivé, vous voyez, des promesses à trahison. Barlow, on va contre les institutions. Les institutions qui se rebellent contre les plateformes de désintermédiation. Les plateformes de désintermédiation, selon le point de vue de celui qui parle, qui disent « Ah mais non, nous on a la promesse de cette liberté ». Et au même moment, qu'est-ce qu'elles sont devenues elles-mêmes? Des nouvelles institutions. Donc on est dans cette promesse-trahison permanente. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans ces promesses-trahisons, mais qui élaborent de nouvelles manières de penser, et de nouvelles manières de se concevoir en tant que communauté. Par exemple, maintenant, on a parlé des régulations, on va réguler ces institutions. On doit payer des impôts quand on fait Airbnb, on n'est plus nulle zone. Il y a toujours, ce qui m'intéressait de ces mouvements, c'est cet réajustement qui nous pousse dans ce monde numérique, qui nous pousse à nouveau à avoir ces bords des relations institutionnelles au pas. Je pourrais donner beaucoup d'exemples, mais celui-là est le premier. Vraiment, c'est pour ça que je disais la trahison comme nouveau espace de récit. Parce que ça va créer la même chose. L'apprentissage, learning. Bon, il est renforcé, il est supervisé, il n'est pas supervisé. On va le faire avec beaucoup de données, on va le faire avec peu de données. Pendant des temps, on a écouté, c'est la black box, là, on est là, on voit plus rien, etc. Il va falloir faire. Qu'est-ce qu'ils ont dit? La rétro-ingénierie. Puis, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ah non, mais la transparence. Puis, qu'est-ce qu'ils ont dit? L'herméneutique. Et on est à chaque fois en train de redonner une vision des connaissances, d'un algorithme, d'un apprentissage qui nous échappe. Et au même moment, c'est différents problèmes. Et maintenant, de dire, les concepteurs me disent, mais nous, on ne peut plus savoir ce qui se passe. Toutefois, on va faire
recevabilité, on va faire la crédibilité de l'algorithme pour dire que quand même ce qu'il fait, même si on ne sait pas qu'il le fait. Vous voyez, c'est tous les discours des récits, et ce qui m'intéresse, c'est quelles promesses nouvelles on fait à chaque fois. Et c'est intéressant, hein. Avant, face à la boîte noire, on disait on va la rendre blanche, on va la rendre transparente. Maintenant, on ne peut plus la rendre transparente. Alors, on va la rendre juste, on va la rendre équitable, on va lui donner. Je ne sais pas. Ce qui m'intéresse, c'est voir la promesse qui se cache dans ces mouvements. Je peux peut-être rebondir là-dessus. Oui. Une autre... Oui. Mais moi, je trouve ça assez stimulant comme grille de lecture. Après, je me demande. En quoi est-ce que, et moi ça me va hein, si la réponse est positive, mais en quoi est-ce qu'on ne devient pas sceptique simplement? On peut prendre une posture morale de sceptique qui me conviendrait assez bien, mais que j'ai pas l'impression que ce serait non plus la posture peut-être qui serait prônée a priori. Et en quoi est-ce que le fait de repérer, on va de promesse en trahison, c'est une espèce de structure irrésistible du collectif, j'ai l'impression. Pour poser une question un peu plate, mais comment on discerne là-dedans? Quels critères éthiques, politiques est-ce qu'on peut se donner alors pour discerner quelle est une meilleure promesse qu'une autre? Est-ce que la promesse de Airbnb est quand même meilleure ou moins bonne que celle de l'institution hôtelière? Je ne sais pas. Hein, Ma question est un peu plate, mais en même temps... Non, je pense qu'à ce moment-là, ce discernement, on doit le faire collectivement. Et ce n'est pas uniquement l'institution elle-même, parce qu'actuellement, ce qui se passe, c'est qu'on va légiférer sur tout. Et on attend que la loi nous dise quelque chose pour pouvoir y répondre. Et je crois qu'en tant que chercheur, en tant que d'autres collectifs qui existent, on a un travail nouveau à penser sur ce discernement. Et ce qui est intéressant de la promesse, et de ces jeux de promesses, etc., c'est que ça nous dit à chaque fois que le monde et ceux qui vivent, ceux qui habitent, attendent toujours une promesse. Et peu importe qu'elle soit trahie, il y recommence. Donc il y a une structure humaine qui est vraiment ancrée et qui exige, du coup, et pour moi c'est une chance, un défi, qu'on puisse à nouveau les penser, les critiquer, les discerner ensemble. Je ne sais pas si ça reste trop ironique ou naïf, mais je crois qu'on a, même comme chercheur, une action politique à faire dans cet déchiffrement, dévoilement de ces structures anthropologiques en jeu dans la technologie. Je peux intervenir. Je ne sais pas si tu es d'accord, mais un critère possible, c'est qu'en premier lieu, la trahison n'est pas une mensonge. Non. Il ne s'agit pas de dire... c'est-à-dire la trahison, c'est un effet d'une différence de vitesse entre l'évolution technique et la puissance de notre imagination, de notre savoir. Alors l'idée serait de dire, il y a la différence, comment mesurer la différence entre les différentes promesses? On peut simplement dire qu'il y a une différence d'efficacité, mais en même temps, cette efficacité, on peut dire les conséquences, l'évolution, ce que cette efficacité va produire est au-delà de notre capacité, est toujours au-delà, c'est ce que dit Günther Anders, c'est toujours au-delà de notre capacité d'imaginer et de calculé, on peut dire. Alors, il ne s'agit pas seulement d'une question quantitative, mais aussi d'une question structurelle, car on pourrait dire chaque évolution technique produit des besoins, des espoirs, des craintes qui, dans ce moment, devient incompatible avec l'évolution technique elle-même. Alors, le besoin d'une trahison et d'une nouvelle promesse est une conséquence même de l'efficacité de la première promesse. C'est-à-dire on a une évolution dans laquelle la technologie nous change, et en nous changeant, voilà, la première promesse n'est plus valide. C'est quelque chose de l'ordre de la conversion qui expliquait, je dirais. Oui, d'accord. Donc je vois mieux. C'est pas une trahison schmittienne, quoi, qui est catégorielle au sens où l'ami devient l'ennemi. C'est une trahison presque psychanalytique, quoi, où on se trahit soi-même à travers la technique, quoi, et
quelque part, c'est ça peut-être ce que vous essayez de dire. On se montre ce que l'on veut, peut-être que on veut du Airbnb, c'est ça, on veut du et alors on doit réinstituer, on doit repromettre sur base de cette sorte de trahison vis-à-vis de soi-même. J'essaie de... Je dirais il faut repromettre sur la base des nouvelles formes de besoins, d'espoir qui sont générés par l'évolution technique. C'est-à-dire on ne peut jamais imaginer ce que l'être humain deviendra après une grande conversion technologique. Alors le problème est cette repromesse, ce n'est pas l'effet d'une d'illusion, ce n'est pas l'effet d'une trahison dans le sens qu'on avait un projet et le projet est fallu. Et le problème est, même si le projet est réussi, même si tout s'est passé comment il fallait qu'il s'est passé, l'être humain est devenu quelque chose d'autre. Et alors on a, il y a toujours une dissonance entre ce que l'humain est et ce que l'évolution technique nous donne. C'est l'idée c'est la manière dans laquelle j'interprète ce que je m'ai dit. Mais j'avais une question pour Thaler, pour Salomé sur cette question. C'est-à-dire, quand on parle de promesses, on fait référence à une dimension performative du langage. Alors, j'étais très intéressé à ce que tu as écrit dans le texte, à ce que vous avez écrit dans le texte, car vous avez souligné beaucoup la métaphore du miroir. Et par exemple, voilà, j'étais très intéressé à cette métaphore car d'un côté, la référence biblique est immédiate, per speculum et enigmate. Alors, on a cette idée de Saint Paul d'avoir la possibilité de voir le divin à travers cette médiation symbolique. Lui, le miroir comme modalité d'accès au divin. Et je crois qu'à la fin de votre texte, vous disiez ça, c'est la condition dans laquelle nous sommes avec le numérique. C'est-à-dire le numérique nous donne un accès au monde, mais en même temps, cet accès est un accès médié, problématique, incomplet. Mais le problème est la métaphore du miroir est toujours une métaphore représentationnelle. C'est-à-dire, il y a toujours cette idée d'un langage qui doit décrire une réalité. Alors, je voudrais vous demander, car par exemple, quand Thaler a parlé de la magie, avec la magie, il s'agit de la même chose de la promesse. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'un langage qui décrit, il s'agit d'un langage qui produit la réalité, qui a une efficacité sur la réalité. Alors, est-ce que avec le numérique, on peut dire, il ne s'agit plus de représenter, de décrire la réalité d'une manière plus ou moins transparente, on peut dire, mais de gagner une dimension dans laquelle le langage produit le monde et ne pas décrit le monde. Hein, ça serait là. Je ne sais pas si la question est claire, mais ça c'est... Je ne saurais pas vraiment répondre et j'imagine que Thaler aura plus de choses à dire que moi sur le miroir. Voilà, je promets déjà quelque chose. Je suis très psychanalytique, mais la promesse là n'était pas... Sachant que moi, je voulais d'abord, petite parenthèse pour rebondir, mais en tant que béridienne, voilà, la promesse, c'est ce qui échoue toujours. Donc effectivement, quelque part, en demandant le langage déjà trahi, comme si je disais quelque chose de nouveau, bah, c'est la promesse qui trahit. Donc là, vous avez répondu, voilà, j'aurais pu le faire moi-même. Donc, est-ce qu'il ne s'agit pas de... Du coup, j'ai un peu perdu le fil de ce que je voulais dire. Est-ce qu'il ne s'agit pas de décrire, mais de faire avec le miroir? Moi, très basiquement, mais c'est le mouvement que je fais tout le temps, je dirais, oui, c'est déjà ce que fait le langage. Alors, la différence avec le numérique, voilà, c'est ce que je voulais dire. Et ce à quoi on se heurte à quelque chose de différent, c'est que on a l'impression que c'est un reflet et que c'est transparent. Et c'est peut-être... Et là, justement, j'ai un peu trop accrédité l'idée de la transparence. Et justement, on doit peut-être retravailler sur le numérique. Et là, c'est une tâche, et c'est peut-être la mienne en tout cas, sur le fait que non, on est déjà on est encore dans quelque chose. Alors, on se serait peut-être plaqué le langage sur le numérique et dire en fait non, on n'est pas non plus dans la transparence. C'est comme le langage. On n'a pas d'accès direct, tout est produit, c'est performatif. Je dis plein de trucs en même temps, mais...
Juste 20 secondes, car je suis absolument d'accord avec l'idée que le langage, déjà le langage n'est pas descriptif, mais c'est déjà performatif, etc. La question, c'est l'usage de la métaphore du miroir. Car, par exemple, il y a un très beau livre par Mary Abrams sur le romanticisme allemand. Il s'agit le miroir et la lampe. Alors l'idée, c'est ainsi qu'utiliser la métaphore du miroir, qui est une métaphore de réfléchissement, une métaphore de descriptive, on peut dire, hein, de représentation. On peut utiliser une métaphore différente pour penser au numérique. Ça, c'était la proposition que je voulais. Deux petites choses de clarification, peut-être quand même pour. Alors, je crois que ce qu'on a essayé de dire, c'est que justement, et j'étais intéressé que d'ailleurs ton intervention était vraiment passionnante. J'aurais encore beaucoup de choses à dire, mais je crois qu'on n'a pas le temps. Mais ta référence à Alice in Wonderland, c'est ça en fait qu'on essaie dans le titre, c'est Through the Looking Glass. Donc c'est pas tellement qu'on est pris dans le jeu de miroir de réfléchissement, mais qu'on traverse le miroir et qu'on essaye de questionner ce langage numérique aujourd'hui qui semble dire le réel, simplement en produisant sans cesse des données à sujet de tout, que ce soit un frigo ou une voiture ou les courses que l'on fait, enfin tout absolument, on peut produire de la donnée, et donc sans cela il y a une espèce de réfléchissement numérique du monde, et en même temps moi j'aurais tendance à dire qu'en tant qu'objet phénoménotechnique, le miroir nous rompt déjà avec le paradigme de la description. Il ne nous renvoie pas à une description de la réalité. Et c'est ça qui est troublant dans le miroir. Je crois qu'il y a plein d'occasions dans l'histoire de l'art aussi où on a les autoportraits des artistes qui jouent avec le miroir dans la peinture et ils jouent avec le regard réfléchissant où ils se regardent plus dans le miroir mais ils se peignent en train de regarder leur réflexion. Enfin, et Foucault a beaucoup écrit là-dessus, le surréalisme joue là-dessus, sur la réflexion qui produit une sorte de crise dans la représentation, je crois, le réfléchissement du miroir n'est pas la chose réfléchie. Mais voilà. Si je peux m'insérer dans le débat, c'est intéressant où vous êtes arrivé parce que je voulais dire une chose avant et là j'ai l'occasion de la redire à mes reliant à ce que tu viens de dire. Parce que toute cette sorte de crise de la représentation a été travaillée beaucoup aussi par Lyotard, notamment sur la question disons, en comparant un peu la représentation à un miroir et en même temps une fenêtre qui renvoie ailleurs. Et par contre, en décrivant la crise comme le fait de se heurter à l'écran qui, par exemple, ne fonctionne plus comme un miroir, mais fonctionne plutôt comme une paroi contre laquelle on se heurte. Et là, il dit une chose qui est très intéressante. Il parle d'une mutation du désir. Et cette mutation du désir, ce serait en fait qu'on commence à désirer d'être déçu. Alors, quand on parlait avant de la promesse et du fait que la promesse était destinée à être trahie, je me demandais si finalement aujourd'hui dans ce monde post-représentation, monde post-moderne d'un côté, mais compris dans ce sens un peu plus profond de ce qu'on utilise d'habitude, ne serait pas justement un monde dans lequel on désire d'être dessus parce que on est confronté toujours à une opacité qu'on n'assume pas, mais qu'on devrait en fait commencer à assumer parce qu'on a cette croyance que le numérique serait une transparence absolue et après on se heurte au fait que ce n'est pas. On a cette idée de monde dont parlait Alessandro avant et après on se retrouve dans un monde où on n'arrive pas à sortir. Et donc je trouve qu'il y a vraiment ces deux mouvements de désirer finalement d'être dessus qui pourrait être une manière d'interpréter nos comportements dans ce monde. Je reviens encore avec mes ambivalences, mais là souvent je fais des listes d'ambivalence, mais à la fois on reproche au numérique d'être opaque et de ne pas comprendre, et donc on exige une transparence, et à la fois on lui reproche d'être transparent. Et cette transparence est sans doute fausse, mais là on est encore dans des boucles de souhaiter les deux en même temps. Je ne sais pas si ça dit la même chose, mais... Oui. Et là, du coup, j'aurais une question pour vous deux, si on a le temps. C'était finalement ces deux mondes que tu voulais critiquer, Alessandro, et ces mondes sans sortie seraient finalement les deux visages du même phénomène.
au sens où une perspective avec deux mondes et une perspective qui nous demande de changer d'essence pour passer de l'un à l'autre. Et donc finalement, puisque changer d'essence c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire dans cette vie au moins, on reste dans un monde sans sortie. Lorsque je pense ta proposition qui regardait vers le panthéisme ou quand même regardait vers une forme d'immanence avec des pointes de transcendance dedans, comme le dirait Deleuze, pourrait être une sorte de retracé de limites qui séparent et réunissent en même temps pour ne pas construire un monde dualiste, mais quand même construire une pluralité des terrains dans lesquels on bouge et duquel on peut sortir, mais pas parce qu'on change de sens, mais parce qu'on change de lieu. On change d'intensité, peut-être. On change de modalité. Se le vostre proposte non erano in fondo molto simili, non pensare due mondi, ma questa conversione all'interno. There are no two worlds, so of course it's one. But I think the important. I'm also not an enemy of the digital world, of course, but I think what is really important are the lacunas also for a shifting of borders for this, as I called it, conversion. And I think that the biblical tradition has a very clear view. So it's not black and white, but I mentioned the primate of the text because I think it's inherent of human beings that they are never natural. They are technology, they are text, and so on. But the great danger, and I think it becomes more and more dangerous, is that there is no that we want to jump directly into the aperon, in the infinity, and this infinity is nothing else than nothingness. So I would say that the European nihilism is just a child of this attempt. So I think we are very close, as far as I understood Alessandro, but I think a little bit. And so maybe... In English or in French? Maybe one last thought. So I think the conversion or the relation between the absolute and the conversion is so important in the topic of time, because the Greek concept, but not only the Greek concept, the concept of the old Orient and also our concept is more or less the time as fate, where you cannot change anything. And I think this was really a very, very important revolution, that you can change time. And so if the absolute is conversion and the conversion is an absolute act,
also time is not only in one way. So this is the positive meaning. But the problem is, if you can change time whenever you want, so there is no conversion anymore. And so again, we are so close between the annihilation of every limit and on the other hand the shifting of borders. And I think this is the small but really decisive difference between Christianity and nihilism, between these two worlds. So, sorry. Oh, oui, merci pour la question, Jacopo. Je crois aussi qu'il y a une proximité entre ce que Kurt a proposé et ce que je voulais dire. Deux points sur lesquels je voudrais dire quelque chose. Le premier, c'est peut-être je voudrais aussi faire référence à ce que le professeur Sequeri a dit dans son intervention, c'est-à-dire quand Kurt parle de la lacuna, je pense à une autre notion. Aujourd'hui, on a parlé de résonance et on a parlé des arte mutrosa. Il y a une autre notion des arte mutrosa qui est très intéressante ici, c'est la notion d'indisponible. C'est-à-dire, je comprends ça, comment dire, il y a des aspects, il y a des éléments de la condition humaine qui sont indisponibles à la traduction numérique, qui sont indisponibles à la technicisation, qui est impossible de traduire en termes numériques. Alors, de ce côté, l'idée monistique, l'idée de absence de sortie de Kurt, c'est-à-dire la promesse du numérique, c'est de ne dire ça. C'est de dire il n'y a pas des éléments, il n'y a pas, l'indisponible n'existe pas. Tout est disponible. Alors tout peut être traduit, tout peut être numérisé, hein, on peut dire. Alors de cette manière, je dirais, car voilà, c'est l'ancienne formule, oui, que le sacré et le séparé. Oui, la première traduction des sacrés, c'est le séparé. Ce que Kurt dit, comment je le comprends et comment le professeur Sequeri l'a dit, c'est une défense du sacré. C'est-à-dire, il y a une dimension sacrée de l'humain qui ne peut pas être objet d'une traduction numérique. Alors, de ce côté, la préservation du dualisme n'est pas problématique, c'est le moins. Le problème pour moi, c'est, et j'arrive à la deuxième partie, sur la question de la conversion. C'est-à-dire, l'idée de conversion, c'est très, très intéressant pour moi, car il s'agit précisément du point. C'est-à-dire, quand on imagine une conversion, ce que tu dis, ce que tu appelles conversion, je l'appelle être autrement. C'est-à-dire, la conversion, c'est un change de modalité dans lequel il n'y a pas un change d'objet. Alors, il ne s'agit pas de trouver un autre objet de l'expérience ou un autre espace pour l'expérience. C'est une autre modalité d'expérir le même espace. C'est une autre modalité d'expérir la même dimension. Alors, pour exemple, quand le professeur Sequeri a dit une chose que j'ai trouvée formidable, quand il a dit la notion de la notion de conscience humaine est trop faible pour la machine. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'une différence extensive, il s'agit d'une différence d'intensité. Ça, c'est précisément la question pour moi. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'imaginer voilà, en retournant à la question du sacré et de l'indisponible, il ne s'agit pas d'imaginer un espace interdit, ouais, merci, un espace interdit pour l'humain ou interdit pour la machine. Pour moi, il s'agit d'imaginer le sacré et l'indisponible comme l'indisponibilité d'une modalité de regarder l'espace, d'une modalité de regarder la vie, d'une modalité de vivre la vie. Alors ça, c'est l'idée. Alors l'idée, c'est on peut utiliser une métaphore spatiale, on peut utiliser la métaphore du jardin
pour dire il y a des lieux dans ce jardin qui sont interdits, mais voilà, pour moi il s'agit d'une métaphore. Et avec l'idée de conversion, pour moi ça devient très très clair. C'est-à-dire il ne s'agit pas de dire qu'il y a qu'il faut gagner accès à une dimension, qu'il faut gagner accès à un espace, mais qu'il faut changer notre façon d'habiter l'espace et de vivre la vie, d'avoir expérience et ça. Et si j'ai le temps, je voulais faire une petite question. D'ailleurs, être chrétien, c'est une manière d'habiter le monde. C'est une manière, c'est un modus vivendi. Hein? Le style, c'est le chrétien. Oui, précisément, je voulais juste demander à professeur Serrouillet, précisément, en première lieu, si elle est d'accord avec ce que je viens de dire, car il s'agissait d'une interprétation de son intervention. Et après, précisément, cette faiblesse de l'humain, c'est-à-dire on a parlé de la trahison de la promesse, on peut dire, la question c'est précisément car cette idée que la promesse soit toujours, qu'il soit nécessaire d'avoir cette trahison de la promesse, c'est précisément la définition de l'humain. Cette faiblesse structurelle. Alors c'est défini à partir c'est un petit peu le Mengelwesen de Gehlen, je le comprends, mais c'est une modalité d'imaginer la spécificité de l'humain à partir du manque et n'est pas d'un plus. Mais quand même, ce n'est pas un manque de quantité. Hein? Alors, ça, c'est la limite du Gehlen, si je puis dire, non? Parce qu'il est intéressé à l'évolution. Et donc, la vie supplier et va combler les manques. Et les degrés de l'évolution sont ceux-là. Moi, je dis, peut-être un jour, une théologie cultivée, à nouveau cultivée, comme celle d'Agostino, des grands-pères de l'Église ou de la grande philosophie médiévale ou de l'âge du grand siècle de la France. Cette théologie cultivée, maintenant la théologie s'occupe de soi, par soi et pour soi. Pourra répondre ces deux questions. Et ainsi, je réponds. Et aussi, je profite des suggestions de vous les deux, parce que j'ai trouvé très intéressant quelques passages. Donc, la première question, qui est finie presque à la fin de la théologie médiévale, c'est la question de la eductio formarum. Les scolatistes disaient ainsi. D'où viennent les formes? Vous savez, il y a solution platonicienne, et ça. Donc il y a quelque chose d'éternel dans les formes, parce que l'atomisme de la réalité ne peut pas expliquer les formes. Mais l'évolution dit, donc, si on met en ligne l'eductio formarum, du simple au compliqué, alors on connaît le secret de la eductio formarum. Cette idée d'optimisation qui va aboutir à un mythe pathétique, ce sont plus profonds les mythes des anciens Grecs. Le mythe pathétique de le Big Bang, une singularité initiale qui est rien, mais qui est tout, donne origine au spectacle et à la réalité du monde, des mondes, de l'évolution, des évolutions. Ce mythe pathétique qui a été reçu avec une certaine faveur par la chrétienté, parce que, enfin,
il parlait d'un principe, non, d'un début du monde, donc d'un monde qui n'est pas éternel, qui n'est pas toujours le même, qui n'est pas comme Dieu, tout-puissant et éternel. Et ce mythe pathétique, je crois qu'il faudrait le reprendre théologiquement et donc établir la différence entre la génération du vivant, de la vie. Le mystère, c'est ça, que la génération de la vie vient seulement de la vie, et le miroir de la vie, l'artificiel de la représentation que je peux reproduire, je peux imaginer, l'ordinateur est capable d'imaginer des formes qu'on n'a jamais vues, hein. Mais il n'est capable de considérer comme un progrès la fragilité, je viens au second point, la fragilité, la vulnérabilité, la faiblesse de la conscience humaine qui est la force de l'esprit humain, la façon dont la force de l'esprit va s'exprimer en langage humain, qu'on ne peut pas représenter et qu'on ne peut pas numériser. Cette faiblesse-force, c'est ce que je, justement, appelle la modalité spirituelle. La modalité spirituelle de l'être, qu'on apprend précisément à travers l'expérience de l'humanité et l'expérience religieuse. Ça, c'est le noyau. On va apprendre ici une leçon que l'atomisme, et le miroir et le Big Bang ne peuvent pas expliquer. C'est-à-dire, il y a une modalité spirituelle de l'être qui ne dépend ni de la représentation, ni de la structure ontique, donc matérielle, atomiste, qu'est-ce que vous voulez, de la réalité. Quand je donne un morceau de pain à un prisonnier, et je le donne avec mépris, je le jette avec mépris. Et quand je le donne avec un sourire de compréhension, il n'y a pas variation de quantité. L'ordinateur dit ce type-là a reçu la dose, la mesure de carbohydrates qu'il fallait. Et c'est la même. Mais dans le premier cas, le monde humain va se détruire. Et le computer, ce monde humain pourra bien le substituer. Et dans le second, il va se bâtir, se construire. Il va surgir, il va vivre, il va apparaître. Et ça, tout ça a un rapport fondamental avec la destination de l'homme. On s'est occupé de la théologie, s'est occupé de la science, la philosophie de la modernité, s'est occupé obsessivement de l'origine. Et c'est ainsi qu'on a vu naître le mythe pathétique du Big Bang et l'interprétation pathétique de Genèse. Élémentaire, scolaire. Dieu a fait les choses. Tout va bien. Et il faudra donner importance au thème de la destination, de l'eschaton, de la finalité. C'est pour une finalité
qui n'apparaît à l'origine et que aucune promesse humaine et interhumaine peut combler, que surgisse à partir de ça, que surgit la question de l'homme. Qu'est-ce que c'est l'homme? Et la différence de l'homme, de la machine et du chien, qui quand même est animé. Parce qu'il y a des degrés. Dieu connaît les degrés de la vie, c'est pas stupide à ce sujet. Hein? La destination. Sur la destination, l'eschaton, la résurrection, il me semble que au lieu d'en faire une question d'un au-delà, on verra. C'est une question d'ici, maintenant. Le monde numérique pose avec urgence la question de la destination. Ça va discriminer la vérité de l'humain et la vérité du monde de la quantité. Hein? Ça, la destination. Je crois que c'est une route qu'on doit parcourir.